Les titres défensifs, deuxième partie. OK, on poursuit direct, pas d'introduction, on poursuit, on veut la matière. Là, on a encore quelques exemples à vous donner. Je suis toujours en compagnie de François, toujours aussi de bonne humeur, mon ami. Yes. Excellent. Abonnez-vous, là, Patrick, il l'a échappé dans l'autre podcast. Je l'ai échappé dans l'autre. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Oui. Si vous aimez ça, partagez-le à vos amis. C'est très formateur. On a tout le temps des sujets intéressants. Oui, puis gênez-vous pas, des feedbacks, on aime ça, commentaires. On est vraiment friands, je dirais, d'avoir votre feedback. Ça fait partie de notre nourriture. Ceci étant dit, on continue avec, dans le fond, des possibilités de titres défensifs. Là, c'est plus pépère. Les obligations gouvernementales et les bons du Trésor. Fait que là, sécurité, mais rendement plus modeste. Là. C'est plus comme ça, tu sais. Mais en temps de stress économique, si tu es à la fin de ta vie ou de ta carrière ou que tu es dans ta retraite, tu ne veux prendre aucun risque, tu es comme... c'est la voie de la sécurité. Je laisse François parler un petit peu. Un exemple concret, réel, mon père m'appelle la semaine passée ou il y a 2 semaines, tu sais, puis il dit « François, les marchés, tu sais, tout le monde paniquait. » Fait que moi, quand tout le monde m'appelle, c'est un signe, là. C'est comme « OK, c'est peut-être le bas. » Puis c'est drôle, ça a été quand même le bas. Mais là, il dit « François, tu sais, à 75 ans, j'ai fait une bonne run avec mes actions. » Là, c'est exactement comme tu dis, là. Tu sais, à un moment donné, peut-être mieux tout vendre, puis placer ça dans des trucs un peu plus stables, là, bons du trésor ou des CPG. Je sais que c'est pas winner, tu sais, ce mot-là, mais tu sais, quand tu as 75 ans, puis tu fais 3-4 % par année, des fois, c'est bien de sécuriser. Fait qu'il y a différentes stratégies selon l'âge. Mais c'est sûr, quand on est jeune, début vingtaine, faut-tu avoir ça dans notre portefeuille? Je dirais pas trop, là. Mais c'est une belle façon, là, tu sais, si vous pensez que les marchés, les prochaines 4 années, ça va être la fin du monde, bien, des fois, c'est peut-être mieux collecter 2-3 % que faire des moins 10, moins 15, moins 20, comme on a vu récemment, là. Mais c'est très défensif, c'est garanti par le gouvernement, donc c'est bien. Moi, ça me parle moins, ces affaires-là, mais il faut en parler parce que c'est ça pareil, là. Ça fait partie du choix. Puis, tu sais, tu l'as dit peut-être un peu. Tu sais, dans le sens, c'est pas obligé d'être tout ou pantoute non plus. Mais on peut équilibrer notre portefeuille. Si vous êtes tout mêlé, vous ne savez pas... vous pouvez parler à votre conseiller financier. Là. Il est là pour ça aussi. Là. Cette personne-là, c'est ça qu'elle fait. Elle regarde votre profil d'investisseur, puis elle va vous arriver avec un ratio que vous pourriez considérer, dans le fond, mettre dans votre portefeuille. Fait que c'est comme ça que vous allez peut-être le trouver, là, parce que c'est sûr que tu as parlé de ton père, mon père, c'est la même chose. Tu sais, si ça l'empêche de dormir, rendu à 75 ans, ben, on peut, c'est ça, on peut comme peut-être juste y rendre la tâche facile. Puis, ce que je trouve aussi dans ces produits-là, ce qui est le fun quand on est à la retraite, ben, c'est que tu sais ton revenu d'avance, tu sais que ça va te générer. Fait que ça peut-être ce revenu-là, c'est pour que tu vives avec aussi, là. Oui, puis c'est ça, on dit c'est moins intéressant parce que là, les taux sont quand même relativement bas. Exact. Mais, tu sais, là, un an, quand les taux d'intérêt étaient quand même à 6 5-6 %, mais puis on peut avoir du 5-6 % par année garanti. Ben, sachant que le S&P fait en moyenne 10 % par année en moyenne, donc tu es capable d'avoir du garanti 5 %. Hey, tu sais, un 5 % dans un CELI bien placé, là, à l'abri de l'impôt, là, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Exact. C'est sûr que là, à 1-2 % peut-être moins, mais juste ça suit les taux d'intérêt. Fait que elle n'a pas négligé. C'est ça. On les regarde du coin de l'œil. Puis, tu sais, là, je ne sais pas si vous avez, mais Épargne Placement Québec, 2 fois par année. Puis là, je pense que c'est au mois de mai en 2025, là, mais 2 fois par année, ils font des promotions où ils offrent un taux plus élevé que le marché, un petit peu. J'ai un petit peu. Soit que tu gèles l'argent pendant un temps, ou même elle peut être ouverte que tu pourrais la retirer en tout temps aussi. Fait que ça devient, tu sais, il y a des timings aussi. Fait que retenez ça, le mai, puis je crois septembre. Mais à vérifier, là, il me semble, si je me souviens bien, c'est ça, mai et septembre, ils ont cette section-là. Donc, tu sais, si vous avez des moves à faire, ben, ces 2 mois-là sont intéressants là-dessus. Bon, prochain produit,
le cash, l'argent qui dort, mais qui peut protéger à certains moments. Historiquement, garder du cash, on s'entend pour dire qu'on s'appauvrit. Là. L'inflation est là. C'est sûr que si le marché descend et qu'on a une portion qui est content dans notre portefeuille, bien, ça devient quasiment une stratégie offensive de rester là. Puis là, dans la période où on est, c'est particulier parce que c'est pas arrivé souvent, mais Warren Buffett, il a l'air d'être plus cash que jamais. Là. Parce que j'ai pas... En date d'aujourd'hui, là, Ouais. au-dessus de 300 quelques milliards de cash. C'est beaucoup d'argent en valeur nominale, mais même en pourcentage, je serais curieux de savoir c'est combien, là, mais bref, c'est ça, c'est du cash. De son portefeuille à lui, là, je sais pas. Je sais pas de même, non. De sa compagnie, mais tu parles de le cash, l'argent qui dort, une petite histoire comique, mais triste en même temps. Un ami de mon fils, il dit... mon fils, il dit « Hey, mon ami, il a enlevé son argent de la banque puis il va le mettre dans un coffre-fort. » Je dis « Voyons, Jacob, parle-y un peu, là. Parle-y un peu. » Fait que là, il l'a convaincu, là, il s'est ouvert un compte Wealthsimple puis il a acheté, mettons, le Global X, là, cash, qui rapporte 3%. Tu sais, je fais pas de recommandations, mais commande, ceux qui nous écoutent, là, mettre de l'argent en dessous de son matelot dans un coffre-fort, je sais pas. C'est extrême, là, je veux dire, non. Est-ce qu'il a dit pourquoi? C'est quoi la raison qu'il l'a retiré du compte de banque? Oui, c'est ça. C'est parce qu'il a peur du système puis tout. Que le système va s'écrouler parce qu'il y a des théories théories qu'à un moment donné, ils vont geler nos comptes ou... c'est ça. Fait que moi, c'est peut-être pris hors contexte, là, mais tu sais... Bref, mettons qu'il n'y a pas de fin du monde, là, puis mettons que tout va bien, avoir juste du cash, c'est correct, là, on peut se préparer à en avoir pour au cas s'il arrive des grosses chutes, ça nous laisse des munitions pour acheter des trucs, un peu comme Warren Buffett. Mais notre cash qui dort à rien faire dans un compte de banque, c'est pas super payant. Il existe des produits là, qui sont ultra liquides, là, et puis je fais pas de promotion de Global X, là, cash, là, nos auditeurs connaissent. Beaucoup de monde connaît ça, mais ça rapporte 2-3% par année. On peut rentrer, sortir quand on veut. Fait que c'est super intéressant. Fait que oui, le cash, c'est bon. Puis c'est mieux rien faire que perdre 10%, mais notre cash qui dort, on peut le placer pour qu'il fructifie pareil. C'est ça. Puis reste cash. Puis on en a encore pour si on a des opportunités. S'il n'a pas de cash, toute baisse, puis on n'a pas d'opportunité. Moi, en tout cas, j'aime bien l'idée d'en garder un peu. Mais encore là, c'est une question d'équilibre, c'est une question qui est différente à chacun. Mais on garde en tête, si on garde l'argent comptant, parce que même là, tu dis ça donne du 3%. 3%, en 2025, là, le risque d'inflation qui soit plus haut que 3%, on peut s'entendre qu'il y a un fort risque. Là. On peut, si l'inflation top à 9%, tu as du cash en dessous de ton lit, ben toi, tu pars, c'est ça, tu t'appauvris, là, puis ça va vite, là, 9% par année, par en bas. J'ai juste Yann, je ne sais pas si tu m'écoutes, je vais parler de toi. Yann, il y a 2 ans environ, il me dit « François, j'ai comme 250 000 $ dans un compte qui dort à rien faire. » Je dis « Voyons, Yann, tu sais, mon ami Yann, il aime ça aller à Walt Disney avec sa famille, puis ça coûte de l'argent aller à Walt Disney, là. » Puis là, j'ai dit, Yann, tu sais, là, je vais le calculer avec vous, là, 250 000 $ fois 5 dans le temps, le cash rapportait ça, là, fois 5 c'est ça, c'est 12 500. J'ai dit, Yann, 12 500 $ en un an à rien faire. J'ai dit, ça paye ton voyage, ça paye 1 ou 2 voyages à Walt Disney, ça, là. Faut pas laisser notre argent dans un compte à rien faire. Faites-la tourner, faites des transactions d'options, mettez ça dans des produits sécuritaires, cash, CPG, mais de grâce, là, c'est pas ça dans votre compte. Là. Puis là, je dis des gros chiffres parce que ça frappe l'imaginaire. Là, 12 500 $. On parle de 1 000 $ par mois là, à rien faire pour chaque tranche de 250 000. Je sais que c'est extrême comme chiffre, là, mais mettez ça 25 000, là, c'est 12 000, c'est 1 250 $ un an à rien faire. Il n'y a personne qui est assez riche pour essayer de dormir 1 000 $ en dessous de son tapis, là, en dessous de son lit. Là. Pour vous aider à vous motiver, là, si vous êtes de ce type de personne-là, là, qui avait un montant comme ça qui dort, le temps que vous allez prendre à transférer ce montant-là dans un produit qui a un intérêt ou un garantie,
calculez votre taux horaire. C'est le plus haut taux horaire que vous pouvez faire dans votre vie. T'sais. Donc, non, soyez pas paresseux. Là. Faites pas juste ou de fuir. Des fois, c'est la fuite. Hein. Des fois, c'est encore là, moi, je pense que c'est l'émotion. J'ai aucune idée là, pourquoi, dans ton exemple, Yann, mais ça reste à ça. Je vais dire, puis c'est pas mauvais. Je vais mettre ça sur le dos de l'ignorance, là, dans le sens que il n'y a pas beaucoup de monde qui... Là, on en parle beaucoup plus, mais à la base, là, il n'y a pas beaucoup de monde qui savent qu'il existe des produits, que c'est comme avoir du cash dans notre compte de banque, mais avoir de l'intérêt, puis c'est ultra liquide. Moi aussi, mon père, là, il a mis de l'argent pendant 2 ans là-dedans, puis ça il a tout pris avant de peser sur Enter. Puis après 1 an, il dit, Colin, François, il y a quelques 100$ qui rentrent par mois à rien faire. Avant, cet argent-là était dans mon compte, puis elle ne faisait rien. Exact. Fait que... Je vais dire, on va mettre ça sur le dos de l'ignorance, là, dans le sens que les gens ne connaissent pas les produits, mais je ne dis pas que les gens sont ignorants. Je dis qu'ils sont pas. Ils ne connaissent pas les produits. Fait qu'on on est là pour les éduquer. Oui, puis en passant, François, on est tous ignorants dans plein d'affaires. Mais oui. Ignorant moi, je ne suis pas capable de piloter un hélicoptère, là, puis je ne suis pas capable de faire de la physique, de l'astrophysique. Puis, fait que, chacun ses forces, là. Fait qu'il n'y a pas de jugement dans ce que François dit du tout. Puis l'autre jour, mon kid, il vient à côté de moi. Hey, François, papa, il dit regarde ça, les fair value gap. Ça me parle un peu. Je connais un petit peu ça, mais tu sais, ça fait 30 ans. Je te dis là-dessus. Puis c'est cette affaire-là, tu sais, on apprend tout le temps. Puis les plus jeunes, je me sais plus dans quel podcast je l'ai dit. OK, je l'ai dit. Nos jeunes, il faut les écouter. Il faut leur faire confiance. Ils sont intelligents. Ils ont comme une autre vision de... C'est se diversifier, écouter nos jeunes. Là, 30 ans d'expérience, on reste dans nos pantoufles, puis on est fermé. Ça va faire. Comme j'ai vu un reportage, c'est Blockbuster, les 30 dernières années, c'était très hot. Puis aujourd'hui, les Blockbusters, ça n'existe plus. Parce qu'ils n'ont pas su innover, puis tout. Les Netflix, ils ont pris leur place, puis... anyway. Mais tu l'as dit, les jeunes ne sont pas corrompus. Ils n'ont pas de faux plis encore. Fait qu'ils peuvent aller prendre le chemin tout de suite. C'est ça. C'est de toute beauté. On poursuit. Le prochain produit. Puis là, c'est comme un débat. Il y a des gens qui sont d'accord avec ça, d'autres que non. L'or, les métaux précieux. Oui. Une valeur refuge ou pas? Parce que des fois, on a l'impression que oui, puis des fois, ça donne l'impression non. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bien, est-ce que c'est un bon investissement, l'or, les métaux précieux? Ben là, avec tout ce qui se passe, de toute évidence, la réponse, je vais dire, c'est oui, là. Mais oui, l'or, c'est une valeur refuge. Oui. Puis encore là, une autre anecdote. Un de mes fils, il porte une chaîne en or que j'ai achetée en 1998. Là, j'ai dit, Émile, va faire une petite recherche. Là. L'or, ça valait combien en 1998? Ça valait, je pense, 300 pièces, je pense. Ah, ouais. Oui. Puis là, aujourd'hui, ça se transite à plus de 3000 $. Fois 10. Oui, fois 10. Puis cette chaîne-là, dans le temps, je l'avais payé, je pense, 500 $. Fait que là, mon kid, voyons, mais il dit, j'ai-tu une chaîne à 5000 $ dans le coup? Ben oui, si l'or fait fois 10, si la chaîne que vous avez achetée, il y a 30 ans, elle valait 500, aujourd'hui, c'est fois 10, là. Fait que oui, mais oui, c'est ça. L'or, c'est une valeur refuge. Puis, avec le petit exemple que j'ai donné, là, c'est-tu payant? Oui. À long terme, c'est payant. Jusqu'à preuve du contraire, là. Puis là, il y a beaucoup de monde qui parle que l'or pourrait encore monter les 4 prochaines années à cause de la situation. L'or, en période d'incertitude, c'est une valeur refuge. A tendance à monter. Puis, l'incertitude, on risque d'en avoir encore pour quelques années. Mais c'est ça, même si dans les marchés, si tout va bien, l'or, des fois, il y a tout une petite crise à quelque part de quelque chose. Là. Fait que l'or donne un petit coup par en haut. Donc, c'est un beau produit pour faire du swing trading parce que ça monte et ça descend. Il y a beaucoup de volatilité. Mais pour le long terme, en période d'incertitude, je me répète, généralement, oui, c'est un bon investissement. C'est une valeur refuge. Puis si je me souviens bien de tes formations que j'ai suivies, il serait inversement corrélé au dollar US. Fait que quand le dollar US baisse, l'or monte, en général. Écoute, en général, 90% du temps. Fait que c'est ça. Ceux qui n'ont pas suivi la formation, suivez-la. Mais sinon, vite, là, comme Patrick dit,
mettez-vous deux graphiques là, parallèles. Quand le dollar américain tombe, généralement, là, souvent, l'or monte. Fait que ça peut vous donner un indice de la direction de l'or. Là. Si le dollar américain il est creux, généralement, l'or monte. Là. Fait qu'il y a un petit truc de trading. Ouais. Exact. On continue. En fait, je trouve que le prochain, là, c'est un terme que je n'avais jamais vu, mais des actions anticycliques. Mais ça rentre un peu dans ce qu'on disait tantôt, parce que les exemples qu'ils donnent, c'est des Dollarama, Walmart. Tu sais que, autrement dit, ils ne suivent pas de cycle. Fait que ce serait juste une autre façon de le nommer, ce qu'on a nommé dans l'autre épisode. C'est juste, fait qu'on ne passera pas tellement de temps là-dessus, mais c'est juste garder en tête que c'est intéressant parce que... Tu vois-tu le poil me lever sur mon bras quand tu as dit Dollarama? Et tableau. Dollarama, je pense que ça fait 16-17 ans qu'il est en bourse. Puis je crois qu'il y a une année négative. Je pense qu'il y en a pas. Mais il n'y a pas une année négative. Dollarama, là, Colin, moi, Dollarama, je fais pas de promotion encore là, mais Dollarama, Canadian Tire, là, ma blonde. Ah, t'es encore chez Dollarama. J'adore Dollarama. Et que t'as de l'argent, que t'as pas d'argent, tu vas chez Dollarama. Dollarama, écoute, quand la bourse va bien, Dollarama, il performe bien. Puis quand la bourse va mal, mais le monde, ils font attention. Puis puis maintenant, on peut acheter plein de bourses chez Dollarama. C'est capoté. J'adore les chips de Dollarama. J'adore. Je te dis que j'aime Dollarama. On pense qu'on va retenir ça. Là. François, il aime beaucoup Dollarama. Oui. Autrement dit, c'est que ce que tu dis, c'est que ça monte, puis c'est indépendant de la situation économique. Comme, ça revient à dire, comme on disait dans l'autre épisode, on continue d'en acheter, ou même si tu as un peu plus d'argent, puis d'un coup, tu en as moins, ben, tu vas peut-être te mettre à y aller plus. Ça veut dire que... c'est comme, mettons, là, je fais un parallèle, mais en immobilier, c'est-tu les maisons luxueuses qui vont tomber en premier s'il y a une crise de l'immobilier ou c'est les petites maisons? C'est les maisons luxueuses, parce que ceux qui ont les maisons luxueuses ne sont plus capables de se payer, ils vont descendre dans leur choix. Mais les autres qui ont la maison moins luxueuse, mais eux, ils vont à un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut descendre. Après ça, on tombe en appartement. Fait que c'est un peu ça, que les biens essentiels... On continue, pas trop passer de temps à se répéter. Là. Les produits à revenus fixes, il y a des fonds d'obligation, mais ça rentre un peu comme... J'ai l'impression que je me répète dans mes listes, mais là, il s'est passé quand même quelque chose avec les fonds d'obligation. Tu sais, les bons américains, on a réalisé cette année, moi, je n'avais jamais pris conscience de ça, mais à quel point c'est important pour le gouvernement. Tu sais, si les bons, la valeur des bons du Trésor descend, c'est pas bon, là. Ça, c'est... Non. C'est ça qui a fait, tu sais, outre les tarifs, puis les grands dirigeants, c'est quand il a vu les obligations chuter de même, c'est là que Trump il a freiné, là. Parce que c'est pas bon, là. Parce que quand le monde n'a plus confiance dans un pays, puis qu'ils veulent vendre leurs obligations, je veux dire, tu sais, le Japon, la Chine, ils ont beaucoup d'obligations américaines. S'ils décident de vendre leurs obligations, à l'heure d'eux, je pense qu'ils peuvent mettre les États-Unis en faillite. Là. Mais on ne fera pas de politique ici. Mais non, les obligations, là, c'est... et des fois, il y a plein d'autres affaires, c'est du noise, là. Mais les obligations, c'est là que ça a commencé à énerver tout le monde. Là. Quand ça a bougé, là, ça... Ouais. Parce que tu dis, on ne fera pas de politique, mais moi, je trouvais ça quand même fascinant de prendre conscience que c'est justement, si tu as un autre pays qui possède ta devise, les Américains, c'est ça leur défi, parce que le pétrole est transigé en dollars, donc automatiquement, les autres pays doivent avoir de la devise, ou là, ils vont mettre ça où? Ils vont mettre ça dans des bons du Trésor. On parle de, c'est ça, puis on parle de valeur refuge, là. C'est ça. Le greenback qu'on appelle le dollar américain, c'est en théorie, puis encore, là, je ne serais pas du contraire, mais on l'a vu, ça a été testé. Mais je ne serais pas du contraire, le dollar américain, c'est une valeur refuge. Puis si ça ne devient plus une valeur refuge, là, oh là là, c'est pas... Ça change la donne. OK. On ne rentrera pas trop là-dedans parce qu'on va avoir peur, mais on va regarder ça. Après ça, l'autre truc que je voulais qu'on discute, c'est la diversification sectorielle. Parce que là, tu nous as parlé un peu avec les FNB, c'est qu'on peut penser en termes de secteur. Tu as parlé d'utilité. Là, moi, il y en avait d'autres qui m'ont passé dans la tête, mais tu sais, les REIT, on en a parlé dans d'autres épisodes, mais des REIT défensifs, tu sais, des immeubles, ça ne disparaît pas. Fait que si tu veux être sûr qu'il y a quelque chose en dessous là, qui est palpable, un REIT, c'est intéressant.
Puis des REIT, il y a des sortes, il y a des types, là. Est-ce que c'est le temps, tu sais, mettons, la santé, on en a parlé, tu as des REIT en santé, tu as des REIT pour les résidences de personnes aînées. Si la population est vieillissante, est-ce qu'ils vont mal aller, ces REIT-là? Tu sais, ils vont avoir une clientèle grandissante tout le temps. Donc, ça serait peut-être intéressant d'aller explorer ces avenues-là pour vous autres, là, si vous voulez Puis il y a aller beaucoup de choix il y a beaucoup de choix de REIT, là, comme tu dis, là, des compagnies qui investissent dans des immeubles seulement de location, des immeubles corporatifs, des logements ou juste des condos. Il y en a un char, une barge, là, excusez l'expression. Ouais, des centres d'achat, des tours à bureaux, des entrepôts, Faites vos devoirs. C'est ça. Puis, comme Patrick dit, là, c'est de l'immobilier. Là. C'est de l'immobilier, il y a du concret, il y a quelque chose. Ouais. Puis, oui, en cas de crise, ça va tomber, mais à un moment donné, il y a une limite à tomber. Puis quand ça repart, souvent, ça repart quand même fort. Oui. Fait que ça, c'est un beau... Tu sais, moi, une affaire que j'aime bien regarder là, quand je regarde un site ou un produit, c'est que j'aime beaucoup ça, mettre les chandelles à la semaine, puis regarder sur 30 ans. Là. Tu les mets toutes, là, les 30 ans. Puis là, j'essaie d'aller voir les crises, les grandes crises. Puis ça, si vous ne savez pas lesquelles, allez quelque part dans un autre épisode dans le passé, on vous les a décrites. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé après? T'sais? Est-ce qu'il a récupéré rapidement ou ça a pris 14 ans à revenir? Si le produit, à chaque crise, il a récupéré rapidement, pour moi, là, ça c'est un critère pour moi, je trouve que je mets une chance de plus de mon côté parce que dans le fond, si ça va pas bien, ben, j'ai plus de chances qu'il revienne rapidement s'il l'a déjà fait plein de fois. Je trouve que c'est un beau petit truc, ça, à regarder quand vous analysez. À la semaine. Donc, ou au mois même. Vous pourriez mettre au mois, là. Mais moi, j'aime mieux d'en avoir un peu plus. Visuellement, c'est plus agréable, avoir du plaisir. Le prochain, ben là, c'est une question. Parce que là, tu sais, est-ce qu'il faut fuir les technos? Parce que là, les technos, on dit, OK, souvent, tu sais, c'est plus des titres de croissance qu'on associe aux technos, mais de plus en plus, on dirait qu'elles deviennent plus intéressantes. Je voulais savoir un petit peu ton opinion là-dessus. Comment toi, tu vois la chose? Mais ça, j'ai déjà entendu ça. Tu sais, à Apple, là, il y a certains titres techno qui deviennent un peu défensifs. Là. En tout cas, Apple, un titre défensif, me semble que ça va pas bien ensemble, mais ça me semble que je l'ai déjà entendu à quelque part. Puis, sans devenir des titres défensifs, des fois, des titres technologie, encore là, ceux qui me suivent, là, j'ai parlé de Google, là, c'est un titre technologie. Mais à un moment donné, ils ont des ratios tellement intéressants que... Tu veux dire, ils sont intéressants ou sont élevés? Oui. C'est intéressant à acheter. Je ne dis pas que ça devient un titre défensif, mais c'est quand même des bons titres éventuellement à acheter parce que ça a tellement popé la technologie. C'est comme effondré. Là, puis il y a plein de titres qui ont perdu 30, 40, 50%. Puis là, c'est des compagnies solides là, qui font de l'argent. Là. Je ne fais pas de promotion de Google, mais tu sais, Google, Nvidia, Apple, c'est des compagnies solides là, avec des ratios intéressants. Fait que même en cas de crise, moi, ça m'excite d'acheter des titres de même. Normalement, que je n'achèterais pas, mais là, on a comme une chance d'une vie là, de profiter de ces replis-là. Là. Des rabais ou, tu sais, puis ils vont pas arrêter de développer, là. Puis la valeur du titre, là, ça ne change pas tant que ça dans l'entreprise. Là, il y a l'économie, il y a toute mais la valeur du titre, ça ne change pas les opérations de l'entreprise. C'est quoi ton furteur, Patrick? Ben, j'ai entre autres Chrome, effectivement. C'est ça. Tu sais, Google, Google.ca, Google.com, on ne va pas changer demain matin. OK, c'est un peu... c'est peut-être une petite analyse la boboche, là, mais je veux dire, c'est ça pareil. Là. Puis Facebook, je ne vais pas me désabonner de Facebook du jour au lendemain. Là. Je sais que les jeunes sont moins là-dessus, là. Mais tu sais, je veux dire, les compagnies solides, oui, quand tout tombe, mais à un moment donné, il y a une limite à tomber. Là. Fait que ça devient pas défensif, mais ça pourrait l'être. Oui, exact. Donc, ce que je voulais faire, en fait, pour terminer, je voulais qu'on discute, c'est beau, là, se construire un portefeuille défensif, mais moi, ma passion pour la finance, c'est aussi le plaisir. Fait que là, comment on peut faire ça, sans perdre le plaisir? Parce que là, on peut devenir parano, on peut être, on peut avoir peur, on peut avoir ça, mais ça revient, on l'a nommé un petit peu plus tôt, ça, c'est vraiment mon opinion à moi,
Ben, si on est diversifié et qu'on a différents projets dans notre portefeuille, on a le droit de se garder une portion raisonnable en fonction de chacun, notre portefeuille, notre personnalité, pour s'amuser, pour spéculer. Pour moi, c'est agréable. J'aime ça, spéculer. Plus ça avance, plus j'aime ça, mais je le fais toujours de façon sécuritaire, mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé de tout laisser tomber. Il faut garder des choses. C'est ça que je veux dire quand je l'ai mentionné. Pas tout blanc ou noir, autrement dit. Si vous voulez rendre l'exercice plus facile, allez-y avec c'est pas des recommandations, là, qu'est-ce qu'on dit, mais il y a des FNB de secteur défensif. C'est comme un clé en main. Puis comme Patrick dit, si vous voulez vous amuser un peu, parce qu'il y a quand même des titres le fun là-dedans, vous ouvrez le FNB, puis vous regardez les titres qui sont là-dedans. Puis des fois, il y en a qui performent moins bien que d'autres. Puis là, vous vous amusez avec ces titres-là. Généralement, c'est des titres quand même de qualité qui est là-dedans. Fait que ça vous donne un peu plus de challenge, ça vous donne un petit peu plus d'excitation, puis ça vous met comme sur un high comme Patrick y est depuis 2 épisodes. Là. Fait que sinon, vous venez avec un FNB défensif, je ne veux pas dire plate, bien ordinaire, mais il y en a pour tous les goûts. Tu dis depuis 2 épisodes, mais là, je me souviens des 6 épisodes, ces options, puis j'étais... je suis un high tout le temps. Mais trompez-vous, c'est 100% naturel. Donc, oui, ces podcasts-là, disclaimer, ces podcasts-là ne sont pas tournés sur l'influence de drogue. De quoi que ce soit. C'est l'influence de notre passion. Oui, dernier point, gardez en tête, si vous voulez étudier ça, je pense que vous le couvrez de plus en plus aussi dans le Club des initiés, le value investing. Ce qu'il faut retenir de ça, on apprend à évaluer la valeur d'une entreprise, sa valeur réelle, là, comme si on magasinait une entreprise pour l'acheter directement et non pas juste son prix du marché. Là, vous allez être capable, si vous développez ça, puis c'est quand même un projet, là, développer ça. Là. Vous allez être capable d'identifier si vous avez un deal. Parce que quand tu parlais de Google, comment tu fais, François? Puis, tu sais, on ne rentrera pas là-dedans, mais les gens doivent dire comment il fait pour savoir si c'est un deal? Bien, il y a des ratios, il faut les connaître. Puis le value investing, c'est l'école de pensée derrière ça. Il y a beaucoup de... Excuse, je coupe Patrick, mais il ne faut pas perdre mon idée. T'sais, on parle de value investing, puis c'est bien le fun, là, puis on a 30 ans d'expérience, puis j'ai l'air bien brillant, mais je veux dire, moi, je suis la old school, fait que j'aime ça regarder plein d'affaires, mais maintenant, avec les outils d'intelligence artificielle, on en parlait avec Patrick, là, il y a des outils d'intelligence artificielle surtout. Tapez dans Google, là, justement, vous voyez Google? Tapez dans Google Value Investing AI ou Value Investing, puis vous avez des outils d'intelligence artificielle, puis ça fait, comme la loi de Pareto, là, 80-20, ça fait 80% de la job pour vous. Là. Puis c'est ça. Value Investing. Vous allez apprendre avec ça. Vous allez apprendre en regardant l'analyse. C'est ça aussi. Là. Mais retenez ça, allez vers ça. J'aimerais ça, à un moment donné, qu'on invite ton coach. Je lance ça sur le fly, mais ça serait le fun d'inviter ton coach, venir nous parler de ça. Ça serait vraiment pertinent. Parler, ça pourrait être... Parler. Se ramasser avec un 6 épisodes, ça va me faire plaisir. Moi, ça me fascine, ce monde-là. Fait que regarde, on est déjà en train de planifier ce qui s'en vient. Peut-être encore... à voir combien de saisons qui nous reste. Ça, on ne sait pas, mais combien d'épisodes pour cette saison-ci. On peut faire fermer avec ça ou ouvrir l'année prochaine ou... Écoute, whatever, là, au moment où on tourne, François part 3 semaines en voyage, mais on va booker ça. Tu m'en parler là, avant de partir, puis on va l'organiser. Moi, je suis partant. Si c'est pas à la fin de la saison, ça sera au début de l'autre. Ça va déjà être prêt là. OK, super. Écoute, là, tu l'as dit, abonnez-vous. Je l'ai manqué tantôt. Pensez à vous abonner. Ça fait une grande différence. Pensez à aimer, pensez à partager. Ça fait vraiment une grande différence pour nous. Puis j'espère que ça fait une différence pour vous parce que c'est en grosse partie la raison qu'on fait ça. Moi, c'est vraiment le plaisir de partager. Donc, en conclusion, à ma conclusion, toi, François, t'avais-tu un petit mot de la fin que tu avais envie? Ben, pas par rapport au sujet, mais par rapport à encore une petite réflexion. Merci beaucoup de nous écouter. Puis, le monde, ils disent en commentaire là, souvent, hein, vous allez avoir du fun, vous êtes le fun à écouter, vous avez du plaisir. Puis là, je reviens à l'émotion que Patrick nous parle depuis 2 épisodes. L'émotion, c'est ça. C'est pas, tu sais, on vous pitche pas de la matière, puis c'est monotone. Vous le voyez, là, on a de l'émotion, on a du fun, puis c'est comme dans n'importe quoi là, dans la vie. Quand on a de l'émotion, on a du plaisir à faire de... Fait que si vous voulez trader des titres défensifs avec de l'émotion, ouvrez le FNB, choisissez vos titres là-dessus. Puis merci beaucoup. Mon kid, qui est plus techno que moi, on a environ
au-dessus de 5000 d'abonnés ou vont faire avec les 5000 sur YouTube. Il dit, ah, papa, c'est hot, ça. C'est comme. Ah, OK. Il dit, c'est savais pas. beaucoup pour Instagram, mettons, là. Fait qu'il dit, c'est hot. Fait que si c'est hot, parce qu'il y a du monde qui nous écoute et qui aime ça. Fait que merci beaucoup à nos auditeurs, là. C'est fort. On ne cherche pas des clics puis on ne cherche pas de faire des records de subscribers. Nous autres, on focus sur la qualité. Fait que je pense qu'on a de la bonne qualité là. Fait que puis merci. Avec les 5000 abonnés qu'on a, puis les chiffres que Patrick nous a présentés l'autre jour, là, on a des centaines de milliers, je pense, d'écoutes depuis que. C'est-tu beaucoup? C'est pas beaucoup? Je ne sais pas. Ça fait son chemin. On est fiers, puis merci à tous. C'est ça. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Il y a une croissance, comme un portefeuille. On le regarde, il y a une tendance. Ça va bien. Puis, on a du fun. Tu l'as dit. Moi, c'est mon critère numéro 1. Si on n'a pas de fun, pas d'autre chose. On devrait le coter en bourse parce que quand on regarde les graphiques, en anglais, il n'y a pas beaucoup de pullback. Non, j'investirais, moi, là-dedans. Oui. OK, conclusion. Le risque zéro, ça n'existe pas. On garde ça en tête. Mais on a quand même un pouvoir pour mieux se protéger. Ça, je pense qu'au fil des épisodes, si vous écoutez, vous commencez à comprendre la philosophie derrière ça. On vous a donné des pistes de réflexion, mais c'est votre devoir à vous là, de vous éduquer, de devenir meilleur. C'est pas des recommandations d'achat, c'est pas des « tu dois faire ça ». Moi, j'aime mieux la personne, on essaie de montrer à pêcher, mais c'est à vous d'aller le poigner le poisson, c'est à vous de la mettre la ligne à l'eau, d'apprendre à mettre votre appât sur l'hameçon. Je termine avec ma petite maxime. L'investisseur qui veut protéger son portefeuille en temps de récession considérera les produits défensifs qui tiennent généralement la route au fil du temps, même en temps de crise. Sur ce, bon trading.